proposons d'écouter aujourd'hui Laurent Dornel à la librairie Ombre Blanche, jeudi 20 février 2025, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et auteur d'ouvrages tels que Les étrangers dans la Grande Guerre ou avec Céline Regnard de Les Chinois dans la Grande Guerre, des bras au service de la France. Il y présentait ce jour-là Indispensables et indésirables, les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, publié aux éditions La Découverte. Bien, eh bien, nous allons commencer, comme l'on dit. Nous sommes très heureux de vous recevoir, Laurent Dornel, autour de votre dernier ouvrage, paru aux éditions La Découverte, Indispensables et indésirables, les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre. Donc édité à La Découverte. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Il ne faut pas oublier les Pays de l'Adour. Vous êtes l'auteur de La France hostile, socio-histoire de la xénophobie, 1870-1914, qui était sorti chez Hachette en 2004. Les étrangers dans la Grande Guerre à la documentation française en 2014. Et avec Céline Regnard, vous avez écrit Les Chinois dans la Grande Guerre, des bras au service de la France, aux éditions Les Indes savantes, c'était en 2018. Et aujourd'hui, donc, ce qui nous rassemble, si je puis dire, c'est ce dernier ouvrage, Indispensables et indésirables, donc les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre. Alors peut-être pour introduire notre conversation, je dirais qu'on part de la Première Guerre mondiale, celle que chantait Brassens. Moi, celle que je préfère, c'est celle de 14-18, on s'en rappelle. Et donc, qui voit à la fois des enfants d'immigrés partir au front, d'une part, et avec les forces vives françaises. Et alors, face à la brusque, je dirais, pénurie de main-d'œuvre, notre cher et vieux pays va faire appel à des dizaines de milliers de travailleurs venus de l'empire colonial, à savoir l'Indochine, l'Afrique du Nord, Madagascar et jusqu'en Chine, d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Cet afflux de travailleurs dits coloniaux modifie et va modifier profondément la représentation et les représentations sociales de, je dirais, l'altérité, en quelque sorte. Pour les métropolitains, c'est la découverte des races. La couleur de peau va devenir centrale. On peut dire même que la guerre de 14 marque peut-être la naissance du critère racial dans la perception de l'étranger. Vous le montrez bien dans cet ouvrage, qui au passage, je tiens à le dire, se lit très agréablement, même si le sujet n'est pas forcément agréable parfois, mais c'est important d'avoir, comme l'on dit, avec soi un livre bien écrit. Ça fait toujours plaisir. Et donc, la première expérience d'une immigration va organiser, je veux dire, et va secouer l'ordre racial et les habitudes coloniales qui sont héritées du XIXe siècle. Et on a là à la fois une nouvelle approche de cette question. Et donc des nouvelles questions vont se poser, que vous abordez dans le livre. Je ne vais pas toutes les nommer, mais je vais en citer quelques-unes. Quelle adaptation au régime de l'indigénat, par exemple? Comment discipliner les populations, comme il est dit dans le texte? Comment prévenir les amours interraciales? C'est quelque chose d'important à cette période. Que faire des enfants de métis, par exemple? Et donc je me dis qu'aujourd'hui, où nous sommes taraudés par le démon des origines,
obsédé de plus en plus par l'identité nationale, où l'on se demande qui sont les vrais Français, parfois ceux de souche, comme on dit, ceux de papier, pour en parler d'autres. Vous nous montrez à travers cette période qui fut au fond très longtemps ignorée et marginalisée, je crois. Ça, on parlait des tirailleurs sénégalais qui s'étaient engagés, des soldats qui étaient morts pour la France, mais les travailleurs étaient quelque peu devenus invisibles. Que nous dit, je dirais, cet ouvrage par rapport aux questions que nous nous posons aujourd'hui ? La question est vaste. Par quel bout on la prend ? Par celui que vous voulez. Peut-être au fond par le dernier point que vous avez abordé, qui est la question de la marginalisation ou de la marginalité de cet épisode, qui en effet a été assez peu étudié par l'historiographie française en général. Qu'il s'agisse de l'historiographie ouvrière, quand on regarde les ouvrages sur l'histoire de la classe ouvrière, les luttes ouvrières, en fait, il y a très très peu de choses sur la présence de ces travailleurs coloniaux, qui quand même, il faut le rappeler, étaient assez nombreux. Il y a eu à peu près 220 000 travailleurs coloniaux et chinois qui ont été recrutés. Alors 220 000, ça c'est en flux. En stock, on est toujours autour de 150 000 à peu près maximum par an. Bon, c'est quand même important, et je crois que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ces travailleurs coloniaux sont répartis sur l'ensemble du territoire français. On les a, y compris dans la zone des armées, qui est une zone réservée, mais ils sont présents sur l'ensemble du territoire français. Dans les campagnes, dans les villes, dans les champs, sur les ports, dans les mines, donc partout. Donc il y a vraiment une diffusion, une répartition, donc une présence, une visibilité à l'époque qui est forte. C'est-à-dire que tout le monde, pendant la Première Guerre mondiale ou presque, a connu l'existence de ces travailleurs ou nord-africains, ou indochinois, ou chinois. Et puis ça a été oublié. Pourquoi ? Parce que d'un côté, donc, de l'histoire ouvrière, ce qui importe, c'est beaucoup plus dans une optique marxiste de l'époque, de la victoire de la classe ouvrière. Donc au fond, tout ce qui peut apparaître comme une division de la classe ouvrière est forcément effacé, en tout cas mis sous le tapis. Bon. Alors qu'il y a eu des positions que j'étudie peu ou pas dans le livre, mais il y a des choses... mentionné très rapidement certaines. C'est pas l'objet, mais bon, voilà, il y a des choses qui ont été faites. Je pense à Ho Chi Minh, oui. Notamment. Du côté de l'histoire de la Grande Guerre également, il y a assez peu de choses qui ont été faites, parce qu'en fait, l'histoire de la Grande Guerre se construit dans un processus d'héroïsation, de mémorialisation aussi, enfin, pas de mémorialisation, d'hommage aux morts, hein, et à la grandeur de la France. Donc, en fait, ce sont des travailleurs. Donc, les soldats coloniaux, eux, font l'objet de tout un tas de recherches, etc. Bon, voilà. Ils sont invités au grand défilé du 14 juillet 1919, mais en fond, sur les ouvriers, c'est effacé. Et puis en plus, ce qui se passe, c'est que la plupart de ces ouvriers coloniaux sont renvoyés chez eux. Donc, il n'y a pas de porte-parole. Ils n'ont pas de porte-parole lorsqu'ils sont, après la guerre, lorsqu'ils se retrouvent en France. Donc, si bien qu'au fond, ils sont en effet très largement oubliés par les historiens. Alors effectivement, vous montrez bien cela. Il y a ce retard historiographique que vous venez d'évoquer. Et alors, parce que lorsque on va, je dirais, faire venir ces travailleurs coloniaux, une question va se poser, qui est une question centrale, c'est d'abord, sous quel régime ils arrivent, comment sont-ils traités, surveillés, donc, je dirais même, pour faire du Foucault, et punis, si je puis dire. Donc, il y a toute cette question, et là, il y a un service qui est important,
sur lequel je vous demanderai de développer, c'est ce fameux service de l'organisation des travailleurs coloniaux, qui est même presque sous un régime militaire, en fait. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la question de l'indigénat qui est tout à fait importante. Ce qu'il faut rappeler, et je crois qu'il faut un petit peu rapidement contextualiser les choses. En 1914, quand la guerre éclate, il y a en France un peu plus d'1 million, près d'1 million 200 000 travailleurs étrangers. Ce sont les immigrés de l'époque. Mais ces travailleurs sont contraints par le climat xénophobe et parce qu'ils sont souvent mobilisables dans leur propre pays, en Espagne par exemple ou en Portugal, et sont obligés de rentrer chez eux. Ce qui fait qu'on se retrouve en France du jour au lendemain avec une pénurie de main-d'œuvre aggravée. Donc, dans les médias, cette pénurie est en partie compensée par une féminisation de la main-d'œuvre, progressivement aussi par une taylorisation de la main-d'œuvre qui permet au fond aussi d'utiliser massivement des femmes peu qualifiées. Et arrive de manière libre, spontanée, un certain nombre de travailleurs depuis surtout l'Afrique du Nord. C'est ce qu'on appelle l'immigration libre ou spontanée, qui, voilà, en gros, jusqu'à l'été, jusqu'au mois de novembre 1915 à peu près, arrive à peu près librement. Mais ce qui se passe, c'est que l'effort militaire de guerre est tellement important. Les besoins militaires sont tellement importants qu'on observe une militarisation générale de la main-d'œuvre et surtout l'État français, au fond, s'empare du marché du travail. Il se passe la même chose en Angleterre, en Allemagne, en France. C'est vraiment l'État qui prend en charge l'organisation du marché du travail avec l'affectation des autoritaires de la main-d'œuvre. Et donc, dans ce contexte, et c'est là qu'est la fameuse loi d'Albiez, à l'été 1915, avec les affectés spéciaux, où on va chercher 500 000 soldats français sur le front, on les sort du front, on les affecte un peu partout en France dans les usines, en fonction de leurs compétences. Ces ouvriers sont en fait des militaires. Ils n'ont pas le droit de grève, ils n'ont pas un salaire mais une solde, et en cas d'indiscipline, ils sont envoyés sur le front. Donc on a vraiment une forme de militarisation, y compris la manœuvre nationale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se dit, pour tout un tas de raisons, l'indigénat, on va y revenir, ces coloniaux qui arrivent, il ne faut pas les laisser arriver tout seuls. Donc on va en fait organiser, l'État prend en charge le recrutement, l'acheminement de cette main-d'œuvre coloniale. Pour organiser ce recrutement, cet acheminement, l'arrivée à Marseille, l'immatriculation, enfin tout ça, il faut en fait une institution, une organisation, une bureaucratie. Bureaucratie, on sait faire en France, déjà à l'époque. Et donc, c'est absolument indispensable. Pour les raisons qu'on verra tout à l'heure, donc on met en place une petite administration assez maigre, hein, c'est quelques dizaines d'individus, mais qui dépendent en fait de la direction des troupes coloniales, c'est-à-dire du ministère de la Guerre. Vous savez, il y a des directions, plein de directions dans les ministères. La direction des troupes coloniales, c'est la 8e direction, et donc ils s'occupent des soldats, mais aussi des travailleurs coloniaux. Donc, ils sont en effet sous une forme de régime militaire. Alors, certains sont directement militarisés, d'autres sont civils, mais sont soumis à une discipline militaire. Et en fait, ce service de l'organisation des travailleurs coloniaux est organisé en sections, dans le logage bureaucratique français, chaque section étant consacrée ou destinée à une race précise. Entre guillemets race, mais on ne mettra plus de guillemets, hein, mais c'est les guillemets de l'époque. Donc il y a les Nord-Africains. Les Nord-Africains sont subdivisés entre Marocains, Tunisiens, etc. Bon, voilà. Donc il y a une organisation raciale, en fait, de l'administration de ces travailleurs. Et donc ce service, qui est piloté depuis Paris, qui dépend du ministère de la Guerre, alors que les étrangers, eux, dépendent du ministère de l'Armement, c'est pas la même chose, hein, qui devient progressivement un ministère à part entière, de pleine souveraineté. Ce service dispose d'un dépôt qui est à Marseille, où arrivent l'ensemble de ces travailleurs. C'est la plaque tournante. Voilà, c'est la plaque tournante. Sur l'emplacement de l'ancienne exposition coloniale d'avant-guerre, et d'un encadrement alors, qui fera toujours défaut, mais qui
tant bien que mal, fonctionne pendant toute la période, avec des regroupements, des camps qui sont en fait dispersés sur l'ensemble du territoire français. Oui, parce que justement, il y a, on va dire cet accueil. Et puis, il y a la façon dont ils vont être, je dirais, reçus et dispatchés sur le territoire. Ce qu'on observe quand même assez rapidement, c'est que on en a besoin, mais on les met un peu à l'écart. On en a besoin, mais on les met à l'écart. Ils sont donc indispensables et indésirables. On y revient. Oui, on y revient. Oui. Alors, c'est là que je crois qu'il faut revenir à la question de l'indigénat. De l'indigénat. Bon. Alors, cette question de l'indigénat est tout à fait essentielle. Je vous ai dit, on a à peu près 220 000 travailleurs qui viennent d'un peu partout et qui, en fait, relèvent de statuts différents. C'est-à-dire que certains sont des protégés, c'est le cas des Tunisiens ou des Marocains ou des Indochinois. D'autres sont des sujets, c'est le cas des Algériens qui sont français, mais pas citoyens, puisqu'il y a eu, depuis 1865, date de naissance, date de création du statut d'indigénat, sous Napoléon III, une dissociation, un découplage entre citoyenneté et nationalité. Donc on peut être français sans être citoyen français. Ce sont deux choses différentes. Donc ils ont des alors je ne parle même pas des originaires des 4 communes du Sénégal, qui eux sont... Voilà, bref. Donc on a une pluralité de statuts qui pose a priori problème, mais enfin, au-delà de ces statuts, tous sont indigènes. Dans chaque colonie, depuis 1881 précisément, il y a un code de l'indigénat. En Algérie, en Indochine, la même année en 81, et puis ce code de l'indigénat, en fait, est diffusé sur l'ensemble. Chaque colonie dispose d'un code de l'indigénat, qui, en fait, si vous voulez, est un régime d'exception. C'est-à-dire que dans les colonies, la norme juridique, c'est l'exception. Donc, c'est le propre. Par exemple, amende collective, punition collective, c'est le règne absolu de l'arbitraire. Un indigène ne peut pas, par exemple... on peut inventer des infractions si vous n'avez pas déclaré la naissance du chameau ou de la chèvre, si vous avez quitté le bled sans prévenir, etc. Il y a toute une série d'infractions, tout ça est bien connu, qui font qu'en fait, on a des punitions collectives et individuelles. Le but étant en fait que les indigènes circulent le moins possible chez eux. C'est l'idée, c'est une forme d'assignation à résidence, mais dans leur territoire. Bon. Et bien sûr, ce statut de l'indigénat établit la condition subalterne des indigènes. Sachant que le problème pour les Français, c'était ce statut d'indigène. Bon, lorsque les Français ont colonisé tous ces territoires, la question était de savoir, mais ils sont quoi, tous ces gens qu'on colonise et à qui on apporte nos lumières? Ils ne sont pas étrangers. Les étrangers, ça va être les Espagnols, les Italiens, en Tunisie, par exemple, ou en Algérie. Eux, ils sont étrangers. L'étranger, c'est l'appartenance à l'État. Enfin, la nationalité, c'est une appartenance juridique. Les Algériens, tous ceux qui sont colonisés, ils sont pas étrangers. Et puis, en plus, ils dépendent de nous. Ils sont sous notre souveraineté. Mais ils ne sont pas tout à fait français. Parce que si c'était comme nous, à quoi bon les coloniser? On ne colonise pas son égal. Ça n'a pas de sens. Ceux qu'on colonise, c'est toujours des subalternes. Donc, c'est là qu'a été inventé ce concept d'indigène. Donc, tous ces travailleurs sont tous indigènes. Et d'ailleurs, dans les archives, main-d'œuvre coloniale et main-d'œuvre indigène, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on trouve plus souvent, je crois, je n'ai pas fait le calcul, c'est infaisable, mais dans les textes officiels, il est plus question de main-d'œuvre indigène que de main-d'œuvre coloniale. Donc, ils sont subalternes et donc assignés à résidence, avec interdiction, bien sûr, aussi d'avoir des relations avec les Blanches. Ça, c'est propre de colonie britannique. C'est la grande angoisse. Voilà, c'est la grande angoisse, mais dans les colonies, hein, bien sûr, bon, sauf les prostituées. Bon. Mais sinon, le métissage dans les colonies fonctionne si le mâle est blanc et la femme, bon, après, peut-être... Mais
dans ce sens-là, ça va, parce que la domination coloniale est une domination raciale, et la domination raciale est une domination sexuelle. Bon, les corps sont à disposition dans l'ordre colonial. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce régime subalterne, lorsqu'il arrive en métropole, pose problème. C'est comment assurer cette subalternité, cette condition subalterne des indigènes chez eux, en métropole. Sachant que la métropole, c'est quand même le territoire de la loi, et qu'on ne peut pas, la France des Lumières, la France républicaine, ne peut pas instaurer en France un système d'apartheid. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un système d'apartheid, avec au fond, finalement, deux normes juridiques. Il n'y a qu'une norme juridique. Il n'y a qu'un code civil, il n'y a qu'un code pénal. Donc les punitions collectives sont interdites. Le propre du régime juridique français, c'est que la peine est nécessairement individualisée. Donc ça ne marche pas. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est tout un système bureaucratique d'assignation, qu'on verra tout à l'heure. Mais parce qu'au fond, ces indigènes, il s'agit en métropole de faire en sorte qu'ils ne bougent pas trop d'un lieu à un autre, n'ont pas le droit de circuler librement, qu'ils soient à l'écart des populations civiles, parce qu'on craint que ces enfants, au fond, soient contaminés par les idéologies nouvelles, notamment à partir de 1917, il y a une révolution en Russie, etc. Bon, puis parce qu'il y a en plus des syndicats en France, ce qui est pour les autorités coloniales et le diable. Et donc il y a des luttes. Le droit de grève n'a pas été suspendu en France pendant la guerre, donc il y a des luttes sociales, il y a plein de choses. Et donc les autorités coloniales, les colons, savent très bien que les gars qui partent, lorsqu'ils vont revenir, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. D'ailleurs, les rapports le disent. Il y a beaucoup, vous citez beaucoup de rapports où justement je dirais, les administrateurs sont très inquiets. Oui. Et donc il s'agit de faire en sorte que, et c'est là qu'il y a, si vous voulez, une conjonction très forte entre les autorités coloniales, politiques comme militaires d'une part, dans les colonies, et le pouvoir français, alors, qui est divisé, parce que bon, ce que je montre aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément sur la même ligne, mais en gros, tout le monde s'accorde quand même sur la nécessité, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais la nécessité de tenir autant que possible ces travailleurs qui viennent d'ailleurs, assez loin des populations. Et ça, d'autant plus que, alors, peut-être que vous vous souvenez de ça, on apprenait ça autrefois à l'école, dans la doctrine, il y avait deux doctrines coloniales, l'assimilation et l'association. On n'apprend plus ça, je crois, aujourd'hui, mais bon, l'assimilation, c'était un horizon égalitaire. L'association, alors, et cette doctrine de l'assimilation qui, en fait, est celle de Napoléon III dans le royaume arabe, le proche du royaume arabe, en fait, s'effondre et disparaît dans les dernières décennies du XIXe siècle et est remplacée par l'association. L'association, c'est, bon, il faut qu'ils restent dans leur jus. C'est ce que Taguieff appelle le différentialisme culturel. Ces individus, ces indigènes, en fait, on peut les améliorer un petit peu, mais, alors un petit peu, voilà, on leur apporte quelques lumières, mais il faut qu'ils restent dans leur jus, entre guillemets. C'est pour ça que, par exemple, pendant la guerre, les soldats, les tirailleurs sénégalais, ont subi ce qu'on appelait à l'époque des cures de resénégalisation. Comme ils étaient trop la fraternité des armes avec les Blancs, régulièrement, on les retirait du front ou des zones de combat, et ils allaient ensuite cantonnés à Fréjus notamment, ou ailleurs, ou au Cournot, la grande base qu'il y avait derrière Bordeaux, pour les resénégaliser. Pour en fait leur rappeler quelle était leur culture d'origine. Donc, et de l'autre côté, c'est vrai aussi pour les travailleurs, on leur assure le respect du ramadan, on respecte les rites d'inhumation. On crée des cafés mauresques, voilà. Ils ont des lieux où, y compris, ils peuvent absolument se cultiver au besoin. C'est très ambivalent. Mais pas trop, voilà, si je puis dire. Mais pas trop. Parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'ils vont repartir. Ah oui. C'est parce que ce que vous montrez dans l'ouvrage, notamment à travers toute une série de rapports, là aussi d'administrateurs, c'est qu'à terme,
ils vont revenir. Et donc, ils vont reprendre, comme je cite un peu de mémoire en texte, ils vont reprendre leurs habitudes, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'ils ont pu acquérir pendant leur séjour. Ça, c'est très clairement, en fait, c'est très clairement pressenti. C'est-à-dire que tous ces hommes militaires, mais pas seulement, les administrateurs coloniaux, en langage contemporain, ont compris que toute migration est en fait correspond à un ensemble de transferts. C'est-à-dire quand on migre avec sa langue, avec sa culture, avec sa religion, et que au fond, tout ça, enfin, il y a aussi une logique interactionniste, c'est-à-dire que les coloniaux qui viennent en France pendant la guerre, ils apprennent de nouvelles choses, ils apprennent même le français, par exemple. Et ils apprennent des métiers, ils voient des choses qu'ils ne voient pas chez eux. Et en fait, ce que les autorités coloniales ont compris et qui peut paraître contre-intuitif, c'est que plus on s'éloigne, plus les colonisés s'éloignent de la colonie, et plus ils s'émancipent, et plus paradoxalement, ils s'affranchissent de la tutelle coloniale. Le principal pôle, par extension, mais le principal pôle de lutte nationaliste entre les deux guerres, colonialistes, enfin des colonisés, c'est Paris. C'est pas Dakar, c'est pas Alger, l'étoile nord-africaine est née à Paris. Donc, le fait de s'éloigner de la colonie, en réalité, est une forme d'émancipation. Et ça, comme en fait souvent toute migration est une forme d'émancipation. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre encore chez nous très souvent, parce que ce n'est pas les plus pauvres qui partent. Ceux qui partent, ce sont souvent ceux qui sont le mieux armés, en tout cas ceux qui arrivent. Donc, c'est bon. Et donc là, il y a bien une conscience très claire des enjeux politiques, culturels de cette migration. C'est pour ça qu'ils sont morts de trouille. D'ailleurs, vous le montrez, il y a des rapports. Je pense à quelqu'un comme que vous citez comme Bertrand Nogaro, qui, dans ses écrits sur les travailleurs coloniaux, pressent que, de toute façon, c'est à la fois, ça va être compliqué de les contenir, si je puis dire, parce que, je le disais, la crainte, c'est que quand ils vont revenir chez eux, ils ne seront plus comme avant, si je puis dire. Et, oui. Et ils auront connu d'autres choses, ce d'autant plus que, quand même, ce sont des travailleurs qui, malgré tout, même s'ils sont tenus à l'écart, lorsqu'ils travaillent dans les usines, sont au contact des travailleurs français et surtout de la main-d'œuvre féminine qui a remplacé ceux qui sont partis au front. Et là aussi, c'est la grande crainte. Oui, vous voulez qu'on en parle maintenant ? On en parle quand vous voulez. Non, mais on va en parler. Parce que je pense que c'est important, y compris dans la vision raciale des choses. Je crois et hygiéniste du moment aussi. Je crois qu'il faut néanmoins insister sur l'ambivalence de ce dispositif. C'est-à-dire que ce que moi j'ai appelé dans un chapitre la mise en œuvre, la mise en place d'une politique indigène. Alors, on a appris aussi à l'école ou à l'université que la politique indigène, c'était une politique qui était à l'égard des indigènes dans les colonies. La nouveauté, c'est qu'à l'occasion de cette immigration de masse coloniale organisée en métropole, on va mettre en place une politique indigène, mais à l'usage de la métropole. Et la politique indigène, en fait, elle a deux versants. Il y a un versant paternaliste. Alors, en effet, avec les potagers, les restaurants, l'Alliance française qui donne des cours. Il y a même eu un projet de formation professionnelle pour les Indochinois, que j'évoque à la fin du livre. Donc, les meilleurs... Alors, par exemple, l'idée, c'était aussi c'est pour ça que c'est très ambivalent. L'idée, c'était aussi de former autant que possible ces travailleurs qui étaient en France pour qu'ils soient, en gros, l'avant-garde ouvrière qualifiée lorsqu'ils rentreraient, qui en Afrique du Nord, qui en Indochine.
donc médecin ou infirmier, plutôt indo-chinois, chauffeur de taxi, etc. Bon. L'idée, c'était, au fond, que ces hommes allaient devenir, alors, dans le cadre, bien sûr, hein, d'une autorité partagée, enfin, en tout cas reconnue, les fers de lance de la mise en valeur des colonies après-guerre. C'était le grand projet d'Albert Sarraut, notamment. Donc, on a un versant, on va dire, oui, paternaliste, ce qu'un historien américain qui s'appelait Gary Wilder a appelé l'humanisme colonial. Donc, il faut les traiter bien. Et donc, c'est pas purement répressif. Donc, leur donner, enfin, respecter les cultes. Donc, je mets dans l'ouvrage une photo de l'inauguration d'une mosquée qui pose pas de problème du tout. Hein, c'est la mosquée du boucher, donc la poudrerie. On ménage des espaces pour qu'ils se fassent la nourriture à leur manière. Enfin, bon, pendant la guerre, on fait venir du Mokman, je ne sais jamais le dire, le truc de soja là, alors, en pleine guerre, pour que ces travailleurs puissent s'alimenter selon leurs habitudes. Donc le théâtre, les jeux, enfin, il y a plein de choses. Le thé. Bon. Et de l'autre, il y a le versant, en effet, le versant plus répressif, disciplinaire, pour reprendre le vocabulaire foucaldien. Et donc là, on a vraiment une discipline qui est assez rude, hein, qui peut être très rude, avec des formes d'arbitraire, et puis cette discipline est en plus aggravée par des choses que j'avais montrées il y a 30 ans, une assignation raciale au travail. L'idée, c'est de faire correspondre les postes de travail à des races. C'est cette croyance. Hein, oui, parce on établit des catégories. Chez les Nord-Africaines, déjà, raciales, et ainsi de suite. Voilà. Il y en a qui sont plus ou moins paresseux, plus ou moins travailleurs. L'arabe est paresseux. Le kabyle est courageux. Il y a toute une série de catégorisations. Mais qui, en fait, quand on regarde dans le détail, on voit que c'est inepte, parce qu'ils se contredisent régulièrement. Donc, ça tient pas debout, en fait. Ce sont des constructions, a posteriori, bien sûr, ou raciales, qui correspondent à des besoins. Voilà. Mais c'est absolument bon. Donc, en fait, il y a vraiment cette ambivalence qui est importante, parce que si on oublie cette ambivalence, on oublie quelque chose de très important, qui est qu'un certain nombre, que des centaines, voire des milliers de ces travailleurs ont demandé à rester après la guerre. Si ça avait été infernal, ils seraient tous repartis d'ardard. Mais non, un certain nombre demandent à rester. Et d'autres, notamment d'Afrique du Nord, alors, c'est un peu une conjecture, mais il y a de fortes chances pour que ce soit en fait parce qu'il y a une noria migratoire. Très souvent, on sait que ce sont des mêmes villages, des mêmes lieux, le Sousse, par exemple, pour le Maroc, de même qu'on sait pour l'Italie, hein, ce sont des villages très particuliers qui ont envoyé pendant des années, pendant des décennies, des migrants, il y en a qui partent, qui reviennent, donc voilà, c'est une sorte de noria. Ils ne seraient pas revenus. Et l'appât du gain n'explique pas tout. Donc on a vraiment une très forte ambivalence dans ce traitement de ces hommes qui sont donc des indigènes. Oui, effectivement, ça vous le montrez bien. Et puis quand même, ils sont, je dirais, mis sous le carcan disciplinaire, mais ça se révolte aussi. Ah oui. Eh oui. Ils se révoltent et vous montrez qu'il y a des luttes, Là, ça se passe comment ? Alors c'est le chapitre que j'ai intitulé Insubordination. Tout à fait. Ben oui, en fait, ces hommes qui arrivent, alors, qui ont été, pour certains, qui sont venus de leur propre chef, c'est-à-dire qui étaient d'authentiques volontaires. Pour d'autres, ont été razziés. C'est le cas notamment en Indochine, hein, où ils ont été razziés, où il y a eu une sorte d'accord, de deal entre les mandarins, c'est-à-dire les élites locales, et les autorités françaises, ou en Afrique du Nord également,
entre, disons, les autorités traditionnelles nord-africaines et les autorités françaises. Bon, tu me trouves tant d'hommes, etc. Enfin, bon. Donc, mais c'est très difficile d'établir la proportion. Là, il faudrait une équipe entière. On n'a pas, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que, juste une parenthèse, tous ces hommes sont tous, ces 220 000 hommes sont tous arrivés à Marseille par bateau. Ils ont tous été immatriculés. Ils ont tous reçu une visite médicale et ils ont été tous vaccinés. Donc, chacun avait une fiche, avec en plus une photographie quasiment systématique. Personne ne sait où sont les archives du camp de Marseille. C'est-à-dire qu'on a là. D'accord. Alors, une partie se trouve à Châtellerault, mais ce n'est pas celle-là, c'est celle en fait. Châtellerault, hein, c'est de la Défense. C'est les archives du personnel des poudreries et des arsenaux, mais on ne sait pas. Donc en fait, pour la plupart, ces hommes, ce sont des numéros de matricule, on peut avoir parfois les noms, mais on ne les connaît pas. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. C'est très compliqué, c'est frustrant d'ailleurs, c'est très frustrant. Pour ça que j'ai mis aussi quelques photos pour essayer de mettre un peu des visages là-dessus. Oui, tout à fait. Et donc, où est-ce que j'en étais ? Vous disiez que ces gens étaient, si je veux dire, ils arrivaient Oui. à Marseille, et donc ils étaient, qu'on a peu de ressources les concernant, en quelque sorte. Donc, on ne sait pas tout à fait qui ils sont, mais le résultat, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, ils ont résisté. Et ils ont fait preuve de ce qu'on appelle l'agentivité, cette capacité d'action, sous plein de formes. Alors, ils se sont parfois révoltés, c'est le cas des Chinois. Oui. Alors, les Chinois, vous me direz, mais la Chine n'était pas une colonie française. Non, c'était une semi-colonie. Donc, on a des territoires à bail. Donc, en fait, ce sont les descendants des coulisses, sauf que les coulisses, ils avaient souvent des contrats léonins, alors que là, le contrat négocié par les autorités chinoises sont plutôt pas mal, ces contrats. Et les Chinois qui arrivent en France savent pertinemment quel est leur statut. Donc eux, ils se révoltent. On dit, on n'est pas des Indochinois, on n'est pas des Arabes, on est des Chinois, donc on doit être traité comme tel. Bon. Eux, ils se révoltent à plusieurs reprises. Et donc, s'ensuit une terrible réputation d'indiscipline des Chinois. Les autres se révoltent rarement. J'ai trouvé quelques cas de grève, de Marocains par exemple, qui peuvent s'associer. Mais en général, ils le font pas. En revanche, on sait qu'ils vont faire une sorte de grève du zèle dans bien des cas. Au fond, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas plus que nécessaire. Ça, c'est des choses ouvrières, ce sont des résistances ouvrières classiques dans le travail ouvrier. Ils vont. Il y a eu trafic de papier, puisqu'à partir de à partir de juin 1916, il y a le carnet, et puis surtout à partir d'avril 1917, ces travailleurs doivent, comme les étrangers, être munis de la carte d'identité. Il faut se souvenir qu'en France, la carte d'identité a été créée au départ pour les étrangers. Ce qui est aujourd'hui, pour nous, notre carte d'identité nationale, à la base, elle est inventée pour identifier les étrangers. Et ça n'est que bien après, et progressivement, que la carte d'identité devient un moyen d'identifier les nationaux. Souvent, on l'oublie, ça, mais c'est extrêmement important. Donc, ils vont de plus en plus trafiquer, parce que... Voilà, ils s'appellent tous Mohamed. Je jouais à un moment donné à une archive. Le problème, c'est qu'ils s'appellent tous Mohamed, etc. Donc, on ne sait pas les reconnaître. C'est comme les Chinois, ils ont tous les yeux bridés, etc. Donc, on ne sait pas les reconnaître. On ne sait pas lire ces visages, ces différences. Et donc, ils profitent de l'ignorance métropolitaine pour aller, qui à Saint-Étienne, rejoindre un cousin, etc. Donc, et en réalité, on s'aperçoit que très souvent, derrière ce qui apparaît comme un peu une forme de travail forcé, il y a des projets migratoires, il y a des itinéraires. Vous avez des gens qui partent d'Oran ou d'Alger
et qui, grâce à la correspondance de celui qui est parti ailleurs, dit bon, quand tu arrives à Marseille, tu profites d'un moment d'inattention des gars et tu pars, parce que les convois ne sont pas forcément hyper militarisés, donc tu pars, tu trouveras un tel à tel endroit, etc. Donc en fait, il y a des filières clandestines qui se mettent en place. Donc en fait, on profite d'être acheminé gratuitement depuis notamment depuis l'Algérie. Et là, après, on va retrouver la famille, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui montrent une vraie capacité d'action. Il y a des chansons. Aïe aïe aïe, que Dieu accorde la victoire au vainqueur El Hadj Guillaume. Il a battu les Italiens, les Français et les Anglais, et aussi les Russes et les Roumains. Il règne sur toute la terre. Refrain. Aïe aïe aïe, que Dieu, le Très-Haut, donne la victoire à Hadj Guillaume. Il tient les cieux avec les Zeppelins, barre la mer avec les sous-marins, domine la terre avec les 420. Même refrain donc. Ô France, tu es perdu, ça finit mal. Ta population entière est mobilisée, une moitié morte ou blessée et le reste aux tranchées. Aïe aïe aïe, comme il les a battus, le sultan El Hadj Guillaume. Alors c'est vrai que c'est quand même dans le style insubordination tel que le note. C'est chanté. C'est chanté dans les cabarets ou dans les bouges un peu à Lyon, ailleurs. Oui, c'est assez. Avec des mandolinistes, comme on dit à l'époque. C'est assez, mais effectivement, alors justement là aussi sur la façon dont la main-d'œuvre, je dirais, est classée quand même. Et vous montrez bien, je regarde un tableau du service de la main-d'œuvre étrangère qui date de 1919, ouais, concernant les travailleurs étrangers. Premier. Alors on y reviendra aussi entre les blancs et les pas blancs, si je puis dire. Premier, les Italiens. Très bonne main-d'œuvre, docile et régulière. Les Espagnols, deuxième. Très bonne main-d'œuvre, tendance nomade. Troisièmement, les Portugais. Bonne main-d'œuvre, docile, apte aux travaux de force. Il y a les Grecs aussi, car il y avait des colonies, il y avait des travailleurs grecs. Des mineurs. Oui, tout à fait. Il y en a eu d'ailleurs dans l'Ariège, notamment, qui sont venus travailler du côté de Pamiers. Les Grecs, dociles, intelligents, spécialistes, peu aptes aux travaux de force. Bon. Le grec est fragile. Voilà. Les Marocains, très bonne main-d'œuvre agricole, puisque vous le dites aussi dans cette loi, les Marocains sont surtout envoyés, si je puis dire, à la campagne. C'est les Tunisiens. Ah, et là, justement, c'est là une incongruité de ce classement officiel. Ouais. C'est que 90% des 15 000 Tunisiens qui ont été recrutés, ils allaient beaucoup au champ. Ils sont tous au champ, 95%. Tout à fait. Et c'est un accord, en fait, entre le résident général à la Petite et les autorités françaises. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, les Marocains, oui, dans les mines, dans les travaux de force, beaucoup. Mais peu dans les campagnes, en fait. Les Kabyles. Sauf au début. Ah, les Kabyles. Assez bonne main-d'œuvre, est-il dit. Les Chinois du Sud, parce que là, alors, à partir de là, il y a robustes et dociles. Les Chinois du Nord, médiocres et peu disciplinés. Là, c'est mal barré pour eux. Les Anamites, bons pour les travaux d'adresse, main-d'œuvre quasi féminine. Déjà, là. Oui, parce qu'ils ont des petites mains. Et les Malgaches, qui sont, je dirais, couplés aux Martiniquais. Alors là, c'est docile et faible. Oui. Là, il n'y a pas de... Donc on voit quand même cette racialisation qui s'est mise en place avec cette façon, je dirais, à l'intérieur de classer, si je puis dire, donc penser classer, comme aurait dit Pérec, mais de les catégoriser en quelque sorte. Et puis quand même, on voit plus la guerre avance, et ça vous le montrez aussi dans cet ouvrage, et la fin de la guerre arrive. Que va-t-on faire de cette main-d'œuvre ? Alors, juste un tout petit point sur ce classement. Il faut se souvenir, et là je renvoie notamment aux travaux de Laure Pitty, qui va enfin, 20 ans après, publier sa thèse. Laure Pitty qui a travaillé sur les ouvriers algériens chez Renault Billancourt, à l'usine de Billancourt.
une thèse qui a maintenant 25 ans, 2001 je crois, c'est ça, pas loin, et qui en fait retrouve les mêmes classifications raciales que celles que moi j'avais pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que chez Renault, mais dans plein d'entreprises qui utilisent la main-d'œuvre coloniale, on a des classifications de chez ce PSA genre-là. aussi, d'ailleurs. Oui, on a des classifications raciales, avec des formes d'assignation raciale au travail. Et donc cette histoire-là, elle dure très 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 longtemps. Et c'est pour ça que je pense aussi que ce travail est justifié, parce que c'est l'origine. Bon. Donc le retour. Il est hors de question en effet de les garder chez nous. Parce qu'on estime qu'ils sont, en tant qu'indigènes, on retrouve toujours la même chose, ils sont indigènes, donc subalternes, ils appartiennent à des races inférieures, et donc on va avoir besoin de repeupler la France après la guerre. Ouais, ça. Mais on ne peut pas le faire avec des gens de couleur. Donc, on les renvoie chez eux. Ce qui fait que, en 1919, à la fin de la guerre est finie depuis novembre, mais en fait elle n'est pas finie, parce qu'une guerre, ce n'est pas juste la fin des opérations, c'est toute la reconstruction, etc. À l'automne 1919, alors on a encore en France quelques 100 000 travailleurs coloniaux qui sont formés, qui sont là, qui ne coûtent pas très cher. Globalement, le gouvernement français va préférer conclure des accords de main-d'œuvre avec l'Italie, la Pologne et puis la Tchécoslovaquie en mars 1920. C'est des Blancs. Oui. Et catholiques. Ouais. Bon. Et donc là, alors oui, mais ils sont étrangers. Alors que parmi les 100 000, vous avez des Français. Mais c'est des Français de couleur. Pour les Algériens, etc. Donc ça pose tout un tas de problèmes. Alors, ce qui est bien sûr à poser entre autres problèmes, on va revenir, c'est les femmes. C'est les femmes. Puisque tous les textes de l'administration dont vous évoquez dans cet ouvrage, effectivement, posent la question des mariages interraciaux, surtout éviter le plus possible donc ces mariages-là. En plus, ces races amènent des maladies vénériennes, est-il dit dans les textes, et donc sont un danger pour nos populations. La race. Et il faut, et pour la race, effectivement, et ça va suivre, ça va durer, et ça dure encore, je pense. Et donc, il faut tout faire pour éviter donc cette mixité, en quelque sorte. Alors, c'est là que les choses sont intéressantes, me semble-t-il. C'est qu'au fond, quand on regarde, à Aix-en-Provence, on a des dizaines aux archives d'Aix-en-Provence où sont concentrées déposées les archives du ministère des colonies, donc c'est la NOM, les archives nationales d'outre-mer. On a conservé, sont conservés des dizaines de dossiers relatifs à des demandes de mariage, mais qui courent ça commence en 17 et puis ça court jusqu'à l'année 30. Moi, j'en ai étudié, je crois, je ne sais plus, 80, je crois. Bon. Alors certains sont très riches, d'autres sont pauvres, pauvres au sens où il n'y a pas grand-chose dedans. Mais ça renvoie à... Alors, ce qu'on voit dedans, dans ces dossiers, c'est que, d'une part, les liaisons interraciales ne semblent pas poser de problème aux populations françaises. Ça n'a pas l'air de... Il y a une telle récurrence, il y a tellement de femmes françaises qui ont eu des liaisons avec des Nord-Africains, avec des Indochinois et même avec des Chinois, que finalement,
ben, c'est bien le signe que c'était quelque chose qui ne posait pas plus de problèmes que cela. Et ce n'est pas seulement justifié par l'absence de l'homme ou qui tombait à la guerre, ou prisonnier, ou qui n'est pas encore démobilisé. C'est qu'au fond, voilà, c'est difficile à prouver, mais c'est qu'au fond, la race, dans les milieux populaires, n'est pas un problème, n'est pas une catégorie, disons, viable, ressentie. Il y a des différences, il y a de la curiosité, bien sûr, c'est normal. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent de loin. Donc en fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'hostilité que cela. Sinon, on ne comprendrait pas que les autorités militaires françaises et nationales aient tant bataillé pour interdire ou pour limiter ces unions mixtes. Alors on estime qu'au moins à 10% le nombre d'Indochinois ayant eu une compagne française. Après, c'est difficile, les chiffres. Bon, j'ai pas réussi à avoir des chiffres, mais en tout cas, c'est massif. C'est pas 2-3 femmes qui auraient, les pauvres, péché avec le diable. Bon, le diable blanco, comme dit la chanson. Bon, mais en l'occurrence, c'était le diable negro. Mais c'est tout à fait. Ça me semble établi. Et surtout, on voit que les familles soutiennent les jeunes filles dans leur demande, dans leur volonté d'épouser un Indochinois ou un Nord-Africain. Le problème, en fait, il est créé de toutes pièces par les autorités françaises. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va appeler aujourd'hui le racisme, si vous voulez, c'est un ensemble de dispositifs politiques et administratifs et juridiques qui viennent enserrer la réalité, créer, au fond, des nouvelles interdictions et des nouveaux problèmes. Pour des raisons assez simples. On en revient à l'indigène. Lorsque, dans les colonies, un petit blanc se retrouve avec une congaille, une maîtresse, etc., bon, c'est dans l'ordre des choses. Il y a, alors, en Indochine, le métissage est à peu près organisé, il peut y avoir des formes de mariage, mais l'honneur est sauf puisque le mâle blanc ne déchoit pas. Bon, globalement, c'est à peu près. Alors, c'est pas forcément encouragé. Les Espagnols l'avaient encouragé dans les colonies sud-américaines, enfin, au XVIIe siècle. Mais là, c'est pas plus encouragé que ça. Là, on a en fait cette situation inverse. C'est-à-dire que ce sont les femmes françaises qui sont en fait coupables en quelque sorte. Et elles sont donc elles demandent à se marier pour certaines avec un indigène. Le problème, c'est qu'un indigène, c'est un être juridiquement inférieur, d'un statut inférieur. Bon. Lorsque une Française épouse un indigène, alors je ne parle pas d'un étranger, puisque jusqu'en 1927, une Française qui épouse un étranger perd sa nationalité. Il faut attendre la loi de 1927 pour qu'une Française qui épouse en fait un étranger ait le choix. Soit elle prend la nationalité de son mari, soit elle garde sa nationalité à elle française. Mais là, le problème, c'est en cas d'enfant. Si un enfant naît de cette union légale entre une Toulousaine, j'ai quelques exemples d'ouvrières toulousaines à la poudrerie, qui sont enceintes et qui ont des enfants et qui veulent épouser un Indochinois. L'enfant, il est quoi? Eh ben, il est quoi? Ben non. Ils ne peuvent pas. Alors, juridiquement, vous avez raison de certaine manière, parce que dans le droit français, l'enfant suit la condition du père. Mais, dans la pratique, à l'époque, c'est hors de question, puisque l'enfant ne peut pas être de condition inférieure à celle de sa mère, qui est, elle, citoyenne, qui est française. Donc, le métissage pose un vrai problème juridique. Et ce sont, je vous assure, enfin moi aussi, mais torturer les méninges pour essayer de comprendre tout ça, c'est une vraie angoisse, mais d'ordre juridique, en fait. Puisque, en fait,
si on touche à ça, c'est tout l'ordre colonial qui s'effondre en grande partie. Donc, comme il n'est pas possible d'interdire les mariages, on va mettre en place des pratiques bureaucratiques. C'est-à-dire que Vous venez d'écouter Laurent Dornel autour de la publication de son ouvrage indispensable et indésirable, Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, aux éditions La Découverte, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lors d'une rencontre enregistrée jeudi 20 février 2025 et réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Sont souvent séparés. Prends monsieur et affecte ailleurs. Comme on fait, c'est cohérent avec ce que je vous dis au début, si les époux fiancés persistent, on envoie les Français offrir une photo à l'appui aux parents de la fiancée. Voilà la gourbie ou la cahute dans laquelle votre fille risque d'habiter si elle suit son mari là-bas. Alors, parce que le problème, c'est que vous comprenez bien que si une Française, une Blanche, se retrouve ou en Afrique, ou en Indochine, dans les pays ou dans un endroit quelconque, mais avec une position inférieure ou égale à celle des femmes indigènes, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un milieu, on sont habillés en blanc. On pense entre nous. Vous savez que le casque colonial est blanc, etc. Alors que sur les pays hyper civilisés, il fait chaud. Il faut rester en blanc. Ce n'est pas par distinction, c'est un refus. Ça, c'est symbolique. Donc, tout est fait pour interdire. Et si un enfant naît, ce qui est la pratique qui est recommandée par l'adoption des mères, c'est encourager les mères à déclarer l'enfant avant que le père. Ce qui en fait revient à dépouiller le père, donc à déviriliser ces hommes qui par ailleurs sont construits comme des prédateurs sexuels. Encore, une tension à avoir. Il est dit qu'ils ont une activité sexuelle débridée. Et donc, c'est pour ça au fond que ces mariages sont très fortement combattus. Et même que sont combattus toutes les tentatives de Françaises à aller s'installer. Sauf l'Empire aussi qui est avec la prééminence effectivement de la France sur son empire, qui est aussi remis en question quelque part. Dans des textes, on s'en rend compte, les administrateurs disent ça ne sera plus comme avant, y compris à travers ces travailleurs qui vont revenir parce que peut-être
Alors, est-ce qu'il y a eu débat à l'intérieur de, je dirais, de l'État lui-même, les travailleurs coloniaux? À ce propos, d'ailleurs, est-ce qu'on a, au moment de quelques révoltes ou d'insubordination que l'on évoquait tout à l'heure, des travailleurs coloniaux, comment réagissent, je dirais, les syndicats? Est-ce qu'on a des traces? Il y a peu, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses, mais peut-être avez-vous connaissance de combats communs, si je puis dire. Il y a eu ici et là des choses, mais honnêtement, j'ai pas creusé plus que ça l'affaire. La masse d'archives que j'avais à traiter déjà était conséquente. Donc voilà, il y a des choses que j'ai en effet plus ou moins consciemment ou volontairement d'ailleurs écartées de ce travail. Mais il y a eu, par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a eu en 1919 des tensions très fortes en métropole qui partent notamment de la reconnaissance du sacrifice humain des soldats coloniaux. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque les milieux indigénophiles et qui disent, bon, bah, quand même, ces gars qui sont morts pour la France, on pourrait peut-être faire quelque chose. En reconnaître la valeur, donc il y a des médailles, tout ça, mais aller un peu plus loin. Il y a un certain nombre de personnages qui comprennent bien, qui sont plutôt pour une libéralisation en fait disons de l'autorité ou des autorités coloniales dans les colonies, pour un relâchement de la férule dans les colonies. Et qui trouve dans la personne de Jonard, qui est gouverneur qui succède à Luto en Algérie, un peu un porte-parole, et en fait en février 1919 est adoptée la loi Jonard qui ouvre un petit peu la naturalisation notamment aux soldats. Donc les soldats qui ont rendu service à la France, etc., pour ceux qui ne sont pas morts, bien sûr, peuvent demander d'avoir la nationalité française, à condition, bien sûr, de renoncer à leur statut d'indigène. Bon. Ça a duré assez peu longtemps, en dépit d'un certain nombre de personnages qui disent il faut quand même ouvrir, sinon en fait on court la catastrophe. Et de fait, on a couru la catastrophe. Ça a mis du temps, mais on a fini par courir la catastrophe parce que lorsque en 1936 Blum avec Violette propose une réforme, notamment des collèges électoraux, dans les colonies, c'est les cris d'orfraie qui se font entendre. Il est hors des questions, disent les élites coloniales, d'accorder à ces indigènes les mêmes droits qu'à nous. C'est le début de la fin. C'est pareil, parce que s'ils ont les mêmes droits que nous, qu'est-ce qui justifie que nous soyons colons? On retombe toujours sur la même... voilà. C'est une sorte d'aporie donc, qui n'est pas soluble, qu'il aurait été s'il y avait une des formes de libéralisation qui était souhaitée notamment par les élites plus tard, les élites nationalistes, comme quelqu'un comme Hadj par exemple au départ. Mais les pouvoirs sur place dans les colonies, ils sont toujours refusés, enfin, les colons. On a une idée par rapport aux quantités donc, de personnes qui sont venues, la proportion de gens qui sont repartis. Qui sont repartis chez eux, si je puis dire. Tous, dans les colonies. Quasiment tous. Ils sont quasiment tous repartis. Tous. Puisque de toute façon, c'était les contrats précisaient que le contrat de travail précisait que l'engagement était pour la durée de la guerre. Plus 6 mois pour certains, plus bon. Et donc la fin de la guerre étant décidée par décret ministériel. Donc c'est depuis le départ, de toute manière, on sait qu'ils savent qu'ils vont devoir rentrer. Il s'agit vraiment d'une main-d'œuvre. C'est là qu'il y a, si vous voulez, un débat. Les historiens
où les sociologues de l'immigration, souvent, parlent soit d'une politique de main-d'œuvre, soit d'une politique d'immigration. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Donc là, on est bien à la fois dans une politique de main-d'œuvre, puisqu'il s'agit de chercher la main-d'œuvre, mais qui s'inscrit quand même dans un contexte idéologique, politique, et qui fait que moi, je pense que c'est aussi une politique d'immigration. Et on voit bien, enfin, je le montre, parce que c'est ce qui définit la politique d'immigration pour les décennies à venir. Bon. Donc la plupart rentrent chez eux, mais certains obtiennent l'autorisation de rester, notamment les Indochinois qui sont en couple régulier. Ceux-là obtiennent, alors il y a à l'automne, au printemps 1919, un petit règlement qui leur permet de demander d'être démobilisés en France. Alors, d'ailleurs, le terme est tout à fait étonnant, parce que la démobilisation, c'est militaire. Mais ils sont militarisés, donc ils obtiennent de rester en France. Du côté nord-africain également, un certain nombre de restent, ou alors repartent et ils reviennent. Ils reviennent, puisqu'en fait, les frontières de la France sont fermées en janvier 1919, et dès l'été 1919, en raison de l'absence de la pénurie, et puis parce que la démobilisation, souvent on pense que le 11 novembre 1918, papapam, la guerre est terminée, chacun rentre chez soi. Mais non. 8 millions, 9 millions d'hommes à renvoyer chez eux, ça ne se fait pas comme ça. Et donc la démobilisation a pris beaucoup de temps. D'autant qu'en plus, il y a la grippe espagnole, donc ça a été compliqué tout ça. Et donc en fait, dès juillet, dès l'été 1919, les frontières sont à nouveau ouvertes. Et donc la Noria en provenance d'Afrique du Nord reprend. Et on voit, alors j'ai quelques traces, on voit de quelques Indochinois qui étaient rentrés et qui reviennent. Voilà. Tout à fait. Justement, et après, effectivement, c'est la main-d'œuvre blanche, si je puis dire, qui va prendre le relais. Alors, c'est des questions qui s'étaient déjà posées. Là, j'ai devant moi un texte aussi d'une note qui est adressée à Simian, qui est le chef de cabinet d'Albert Thomas. Alors, on est en 17, donc on est au début, où il est dit, par exemple, mais tant que nous avons le choix, il me semble préférable de diriger nos efforts sur la main-d'œuvre étrangère blanche, qui d'abord est de meilleure qualité et qui ensuite est beaucoup plus assimilable. Les coloniaux introduits dans la métropole et les hommes de couleur seront une source de difficultés à la fois pour elles et les colonies. Alors qu'au contraire, la main-d'œuvre blanche pourra nous aider à reconstituer notre population. Évidemment, il y a cet enjeu. Et alors, beaucoup plus tard, on a un autre texte qui dit, et qui va, je dirais, fera partie des textes qui vont servir de base à l'après-guerre, en quelque sorte. Faire appel à la main-d'œuvre d'origine européenne, de préférence à la main-d'œuvre coloniale ou exotique, comme l'on disait aussi, car on parlait de main-d'œuvre exotique, en raison des difficultés d'ordre social ou ethnique que pourrait faire naître la présence sur le sol français d'éléments ethnographiques trop nettement distincts du reste de la population. Je crois que vous montrez bien, donc, à travers cet ouvrage, justement, cette politique raciale, en quelque sorte, de la façon de concevoir à la fois l'évolution sociale qui va perdurer, mais aussi la façon dont on va pouvoir encore à ce moment-là, je dirais, maintenir la chape sur les colonies, en quelque sorte. Oui, et avec, je crois aussi, parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur, c'est un billet de source en partie aussi. Oui, tout à fait. J'insiste beaucoup sur ces dispositifs étatiques. Mais ça ne dit pas grand-chose, malheureusement, de l'accueil reçu sur place, des relations avec les populations françaises. Là, il y a un champ mais on manque de sources, on manque d'archives. Il y a
Je pense qu'il faudrait une vie ou une enquête nationale pour essayer de retrouver. Et ça doit exister. Oui, il y a eu peu de choses. Il y a quelques années, ici à Toulouse, il y avait eu c'était Laure Hotelière, je crois, et avec deux historiennes aussi indochinoises, ou d'origine indochinoise, il y avait eu toute un colloque organisé autour des travailleurs indochinois dans la région de Toulouse. Oui, j'y étais avec Liam tout à fait, qui était très, très intéressant et passionnant. Mais l'IMK a travaillé surtout sur les Indochinois de la deuxième. Oui, c'est ça, parce qu'après, c'était la deuxième génération. Tout à fait. Deuxième guerre mondiale. Tout à fait. On va remercier Laurent Dornel. Vous remercier d'être venu. Invité à lire et à faire lire, donc, indispensable et indésirable. Vous souhaitez une excellente soirée.